Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler des stablecoins euros, un sujet qui est très peu connu car assez récent. Et je pense que c'est vraiment important d'en parler car nous, en tant que Français, nous sommes très exposés à l'euro. Et quand on utilise des stablecoins comme l'USDC, l'USDT ou le BUSD, on est potentiellement exposé à la variation du dollar américain par rapport à l'euro. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, sache qu'on est une chaîne YouTube dédiée à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc n'hésite pas à récupérer le guide qu'on t'offre directement dans la description. Tu cliques dessus, tu renseignes ton mail et on te l'envoie directement par email. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler des stablecoins euros. Alors les stablecoins, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des crypto-monnaies qui vont répliquer le prix d'une autre valeur. Et donc souvent, on va essayer d'avoir une parité 1 pour 1. Là, c'est un stablecoin pour 1 euro. Le premier, il est apparu en 2018 avec Statis. On appelle ça l'euro S, l'EURS. Actuellement, il y a 90 millions de capitalisations, dont 6 millions qui ont été échangés sur les 24 dernières heures. Donc si on compare un petit peu aux autres capitalisations sur les stablecoins, c'est finalement assez peu, mais on voit que c'est celui qui est le plus intégré. Ça fait déjà 3 ans qu'il existe et actuellement, la seule plateforme sur laquelle on va pouvoir l'échanger de façon assez simple, c'est Uniswap. Donc on va être imposé par les frais de la blockchain Ethereum. La grosse problématique, c'est qu'actuellement, il est peu utilisé. On a des tentatives de développement grâce à la DeFi et il existe quelques pools de liquidité. Mais il reste quand même assez restreint dans son côté. Ensuite, celui qui a fait récemment parler de lui, qui est débarqué en mars 2021, c'est l'EUR-L, donc le LUGH, L-U-G-H, qui a été développé par le groupe Casino, CoinHouse et PwC, Société Générale et d'autres groupes français. C'est un coin qui est français et c'est assez rare pour en parler. Donc actuellement, vous pouvez utiliser uniquement sur la plateforme CoinHouse, qui est une plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaies en France. Et c'est PwC qui va se charger de vérifier les liquidités des fonds pour s'assurer que l'argent, comme chez Statis, qu'il y ait bien autant d'euros dans leur coffre que de crypto-monnaies en circulation, que de stablecoins en circulation. Alors cette fois-ci, autant sur Statis, il était adossé à la blockchain Ethereum, autant sur la partie EURL, ils sont adossés à la blockchain Tezos, qui est une blockchain également française. Donc on a un produit qui est quand même assez récent, peu liquide, et surtout il n'est pas fait pour faire du farming. On ne peut pas l'utiliser dans les pools de farming. Donc c'est pour ça qu'il est très peu utilisé, et honnêtement, j'attends de voir ce qu'il donne, parce qu'aujourd'hui il est trop récent pour réellement voir s'il a une utilité sur le long terme. Ensuite, en juillet 2021, on a la société Tether, qui a fait l'EURT. Alors Tether, vous les connaissez pour l'USDT, qui est aujourd'hui le stablecoin le plus utilisé, mais vous connaissez également pour la société qui est assez réputée pour ne pas avoir l'équivalence en fait dans le coffre-fort. Ils ont encore reçu une amende de plusieurs dizaines de millions de dollars américains, car ils avaient mis plus en circulation d'USDT qu'ils n'avaient réellement de dollars américains dans leur coffre. Donc j'ai un peu de mal à leur faire confiance en fait sur leur côté, mais bon, l'avantage c'est qu'ils ont beaucoup de liquidités. Actuellement, l'euro, l'EURT, il a l'air de plutôt bien fonctionner. Si on regarde le prix, il a très peu varié. Donc là, je suis en version dollar, je vais juste me mettre en euros pour que vous ayez bien l'équivalent. Donc on voit que finalement, il a varié de 0,98, de 0,998 à au plus haut 1,017. Donc ça reste vraiment honorable pour un stablecoin qui a très peu bougé. Mais bon, il a commencé en juillet 2021 et actuellement on est aux alentours de fin octobre 2021. Donc on n'a pas assez de recul pour savoir comment il va se comporter et on voit qu'il a 40 millions en termes de market cap, donc 2 fois moins que le Statis. L'avantage, c'est que vous pouvez l'avoir en allant sur Bitfinex. Il a été référencé dessus, donc vous pouvez en acheter directement. Donc vous en avez également sur Uniswap. Donc après, c'est à vous de voir sur quelle plateforme vous voulez l'acheter. Vous avez également des pools de liquidité sur Curve si vous voulez faire du rendement avec, si vous avez envie d'être exposé au stablecoin euro et d'avoir des rendements dessus. Il faut bien comprendre qu'il existe 3 types de stablecoins. Vous avez les centralisés qui sont backés par des monnaies fiat, comme les 3 premiers que je vous ai présentés. Vous avez les décentralisés qui sont backés par des crypto-monnaies et les smart contracts. Et enfin, vous avez ceux qui sont adossés à des actifs qui fluctuent, comme les métaux précieux ou autres. Celui que j'ai envie de vous présenter, le suivant, qui est l'EURXB. Alors sur le papier, il paraissait vraiment impressionnant en termes de fonctionnement, parce qu'il n'est pas backé par des euros,
mais par différents actifs comme des obligations d'État. C'est-à-dire qu'on avait un ratio 1,33 € d'obligations pour 1 EUR XB. Sans rien faire, vous obteniez 7% d'intérêt en le laissant dans votre portefeuille Ethereum. Ce n'était pas du stacking, c'était le paiement d'intérêt des obligations. Alors c'est un coin qui est très récent, assez risqué, et à tel point que si on regarde en fait son cours, eh ben ça a marché pendant un temps, et en fait il s'est complètement cassé la figure courant septembre. Donc l'idée de fond, elle était bonne, mais on voit que la réalisation manque encore en termes de résolution. Le fonctionnement de cette création de IRXB, elle passait par 4 étapes. La première, c'était l'obtention d'une obligation en échange de cash ou d'un équivalent. Ensuite, il créait un NFT pour représenter cette collatéralisation qui s'appelait l'ISAT. Ensuite, il créait un second NFT qui s'appelait IBND qui représentait 75% de la valeur du ISAT. Tous ces NFT, ils contiennent toutes les informations sur les transactions en rapport avec les obligations. Vous avez le EBND qui est ensuite utilisé comme collatéral pour l'EURXB qui est un jeton ERC20. Et donc vous aviez un ratio d'1 million de URXB pour un EBND. Et l'avantage, c'est que les NFT, ils apportaient de la transparence nécessaire au bon fonctionnement ainsi qu'à la vérification. C'est-à-dire que tout le monde pouvait vérifier qu'il y ait toujours la bonne parité entre les deux. Et donc, on voit que ça a marché un temps, mais que ça ne marche pas tout le temps. Aujourd'hui, il y a un gros problème sur les stablecoins algorithmiques et il y en a très peu qui fonctionnent. Et ceux qui fonctionnent ont très peu de liquidité. Ceux qui fonctionnent le mieux à l'heure actuelle sont backés par des grosses sociétés, mais sont encore totalement centralisés. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu arriver Universal Protocol avec son UPEUR en avril 2021. L'idée, en fait, c'est de faire une image miroir d'une blockchain. Donc, vous allez envoyer des fonds, ils vont l'encapsuler sur une première blockchain et vont vous faire une image miroir en UPEUR. Ils vont vous bloquer vos actifs. Le problème de tout ça, c'est que vous êtes obligé de passer par une plateforme centralisée qui est l'Universal Protocol. Et le seul moyen de pouvoir l'utiliser, c'est d'aller le mettre sous format d'intérêt dans le programme CredEarn. Alors, j'ai pas plus creusé de ça parce que la plateforme, elle paraît pas forcément, elle donne pas forcément beaucoup confiance. Et c'est un projet qui est trop récent avec des technologies qui ne sont pas forcément encore éprouvées. Donc, j'attends vraiment de voir ce que ça donne. Ensuite, on a la plateforme Celo également qui a créé en lien avec Deutsche Telekom le CUR. Cette fois-ci, lui, il est adossé à du BTC et à de l'Ether. Pour ceux qui ne connaissent pas Celo, c'est une plateforme qui va permettre d'associer un numéro de téléphone des utilisateurs à une clé publique sur un portefeuille sur la blockchain. Donc, c'est-à-dire que en s'associant avec Deutsche Telekom, qui est un des très gros opérateurs allemands de téléphonie, ils peuvent envoyer des fonds d'un téléphone à un autre avec leur application sous un format de CUR, donc un euro qui est adossé au BTC et à l'Ether. Et enfin, on a la dernière catégorie qui est de plus en plus connue parce que c'est la plus simple à utiliser et qu'on retrouve le plus souvent dans la finance décentralisée. Ce sont les stablecoins synthétiques avec le SEUR qui était l'un des premiers à apparaître, qui est un euro synthétique créé par la plateforme Synthetix. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ni plus ni moins que vous fournir un asset dont le prix est récupéré par l'oracle Chainlink. Donc ils n'ont pas d'équivalent, ils ne sont pas adossés, c'est ni plus ni moins qu'un indice du prix, en fait, du cours de l'euro. Et actuellement, on entend beaucoup parler de Jarvis Network avec son euro synthétique, le JEUR. Donc je vous le montre ici parce qu'on a un petit peu d'informations, mais finalement, on voit qu'on n'a quand même pas tant que ça, parce que si on regarde l'historique au maximum, on voit que c'est apparu courant mai, et on voit que le prix, il a quand même plutôt fluctué de plusieurs centimes. Et là, c'est vraiment pas bon signe, se dire que leur oracle ne fonctionne pas forcément très bien. Alors actuellement, le gros avantage que peut avoir le JEUR par rapport à d'autres crypto-monnaies synthétiques, c'est qu'il va fonctionner sur la blockchain Ethereum et également sur Polygon. Actuellement, vous avez la possibilité de créer du JEUR en le mintant avec un collatéral de 125% en USDC. C'est-à-dire que vous apportez $125 d'USDC et vous allez récupérer l'équivalent de $100 en JEUR. Il y a un mécanisme automatique de création et de destruction en échange des USDC. Donc on voit que c'est un peu plus que du synthétique. Il y a vraiment une création qui est plus complète. Par contre, on voit qu'il y a des grosses problématiques. Alors je ne sais pas si vous connaissiez ces stablecoins en euros,
Mais je trouve ça vraiment très intéressant de commencer à creuser un petit peu ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des projets que vous souhaitez qu'on analyse plus en profondeur. La conclusion qu'on peut tirer aujourd'hui des stablecoins en euros, c'est qu'il y a peu de liquidité et que les stablecoins synthétiques essaient de remédier au problème. Mais je préfère avoir un vrai backage, soit par des crypto-monnaies, soit par des fonds, qu'on puisse vraiment s'en assurer. Je n'aime pas forcément cette réplication synthétique parce qu'on a du mal à l'apercevoir et on se dit que finalement tout repose des fois uniquement sur le prix récupéré par un oracle. Donc, à voir. J'attends de voir l'évolution que ça peut donner. J'attends de voir ce qu'on va pouvoir en faire. Mais sachez que ça commence à exister, sachez que c'est utilisable et que potentiellement on peut commencer à faire du farming avec. Donc si ça vous intéresse de faire du farming avec, dites-le moi en commentaire. On essaiera de faire une vidéo sur le sujet. En tout cas, j'espère que vous aimez cette vidéo. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et on se retrouve à la prochaine. Salut!